Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite pastille historico-technique avec des projets avortés de véhicules à énergie nucléaire. Petite précision avant de commencer, je ne vais pas parler ici des fusées nucléaires. Elles méritent une vidéo à elles seules, donc ce sera pour une prochaine fois. Le nucléaire, ça permet de produire une grande quantité d'énergie avec une petite quantité de combustible et ce durant une longue durée. Vous imaginez bien que de telles promesses, ça donne des idées, à commencer par les militaires. En 1951, le capitaine américain Hyman Rickover est chargé de superviser le développement du premier sous-marin nucléaire, le Nautilus, qui est lancé en 1954. Les soviétiques suivent en 1958, puis les britanniques, français, indiens et chinois. Après les sous-marins, ce seront les croiseurs et les porte-avions qui se nucléariseront afin de pouvoir se projeter n'importe où dans le monde sans avoir besoin de recharger du carburant. Mais ce sont les soviétiques qui proposeront le premier navire nucléaire civil, le brise-glace Lénine. Confronté aux glaces de l'océan Arctique, l'URSS se dote de ce brise-glace en 1957. Malgré un incident en 1967, et par incident, on entend une possible fusion du cœur et le largage du réacteur en mer. Il fait ses preuves et les soviétiques puis les russes, après la chute de l'URSS, se doteront d'une petite flotte de brise-glace dont un porte-container, le Sevmorput. Et c'est actuellement le seul navire de transport nucléaire opérationnel du monde, mais pas le seul construit. En 1962, les Américains lancèrent le NS Savannah comme démonstrateur. Après avoir servi quelques années au transport de passagers lors de voyages d'exhibition, il est converti en vaisseau cargo avant d'être définitivement mis à quai en 1971 sans avoir eu besoin de ravitailler en presque 10 ans de carrière. Cependant, de nombreux pays refusèrent de laisser accoster un tel engin dans leur port, et les coûts de maintenance de la chaufferie nucléaire étaient très élevés, 2 millions de dollars de plus par an qu'un bateau conventionnel équivalent à une époque où le prix du pétrole était encore très bas. Deux autres tentatives de cargo nucléaire eurent lieu. En 1968, les Allemands lancèrent l'Otto Hahn, capable de parcourir 400 000 km en 4 ans, soit 10 fois le tour de la Terre, avec seulement 22 kg d'uranium. Mais là encore, les difficultés d'obtenir l'autorisation d'accoster et les coûts de maintenance élevés stoppèrent le projet en 1979. Enfin, en 1972, les Japonais lancèrent le Mutsu. Mais quelques jours après la mise en route, une fuite de radioactivité fut détectée et le navire dut retourner à quai. Après plusieurs modifications et tests, le programme de recherche fut relancé avant d'être définitivement stoppé en 1991, après 82 000 km et 1,2 milliard de dollars dépensés en 25 ans. Un autre moyen de transport voulut également profiter de cette autonomie, là encore pour des raisons stratégiques. Je veux bien sûr parler de l'avion. Dès les années 50, Américains et Soviétiques rêvent d'un appareil capable de rester en l'air pendant des jours, voire des mois. L'US Air Force lance le projet NEPA en 1946, qui aboutit 7 milliards de dollars plus tard à la conception du X-6. Il s'agissait d'un bombardier Convair B-36 modifié pour accueillir un réacteur nucléaire alimentant des turboréacteurs. Un prototype équipé seulement du réacteur nucléaire en soute vole au Nouveau-Mexique entre 1955 et 1957. Mais en 1958, le président Eisenhower décide de couper les vivres du projet et aucun prototype opérationnel n'est assemblé. Les études d'un véritable bombardier, le WS-125, continuèrent jusqu'en 1961. Sur le papier, le projet semblait solide. Dans un turboréacteur classique, l'air est d'abord aspiré puis compressé. Il est ensuite chauffé par la combustion du kérosène avant d'être détendu au niveau de la turbine, ce qui provoque son éjection à grande vitesse. Dans le cas du X-6, c'était le réacteur nucléaire qui aurait fourni la chaleur nécessaire au chauffage de l'air. Les soviétiques ne firent également voler qu'un seul prototype, le Tu-95 LAL. Basé sur le même principe que son homologue américain, il effectua plusieurs vols d'essai entre 1961 et 1969. Mais le projet d'un véritable prototype fonctionnel, le Tu-119, fut annulé en 1966. Probablement parce que le bouclier anti-radiation n'était pas très efficace. Car c'est là le point faible de ces avions. Afin de protéger l'équipage, il fallait construire une paroi épaisse et dense, donc lourde, ce qui diminuait d'autant la charge utile. De plus, l'émergence des missiles intercontinentaux, capables de frapper rapidement n'importe quel point du globe, acheva définitivement l'idée. Dans les années 50, on proposa également des zeppelins alimentés par de petits réacteurs ou des missiles de croisière. Mais là encore, les projets furent abandonnés face aux coûts prohibitifs et aux faibles gains. Même si les Russes semblent avoir relancé un projet similaire. Après l'eau et l'air, il est temps de revenir un peu sur Terre parce que là aussi, il y a eu quelques idées. Les années 50 sont là encore l'époque de l'atome rayonnant. En 1954, l'université de l'Utah effectue une étude de faisabilité d'un train à énergie atomique à la demande du gouvernement américain. La chaleur d'un demi-kilo d'uranium
aurait fourni la vapeur nécessaire à la production d'électricité via une turbine, et ce pendant plusieurs mois, sans avoir besoin de recharger. Mais pour produire les 7000 chevaux nécessaires, il fallait envisager un réacteur de 200 tonnes, entouré d'une paroi d'acier d'1,5 m d'épaisseur. En ajoutant l'eau et tout le nécessaire, cela aurait donné une locomotive de plus de 300 tonnes, pour plus de 5 mètres de large. À titre de comparaison, une rame entière de TGV, locomotive plus wagon, fait dans les 400 tonnes à vide, pour une largeur de 3 mètres et une puissance de plus de 10 000 chevaux. En plus de ne pas être très pratique, le prix était aussi astronomique. Sans prendre en compte le développement et la maintenance, et en envisageant une baisse des coûts grâce à la production industrielle, la locomotive seule aurait coûté dans les 1,2 million de dollars de l'époque, soit 15 millions d'euros aujourd'hui. C'est-à-dire la moitié d'une rame complète de TGV dernière génération pour aller 2 fois moins vite. Bref, le train nucléaire n'était absolument pas réaliste, même pour les Russes qui l'ont envisagé un temps pour sillonner la Sibérie. On essaya aussi de rouler au nucléaire en dehors des rails, à commencer comme toujours par les militaires. En 1955, Chrysler présenta le TV8, un char aux capacités amphibies et au design surprenant, équipé d'un moteur électrique de 300 chevaux. Dans sa première version, le moteur électrique aurait été alimenté par un moteur diesel des plus classiques, mais il était envisagé de le remplacer par une pile nucléaire. Ce projet fut très tôt annulé, mais il supposait l'invention d'un petit réacteur efficace et léger, tout comme les projets de voitures civiles. La plus connue est la Ford Nucléon. Ce concept car, présenté sous forme de maquette en 1958, repose sur un réacteur similaire à celui des sous-marins nucléaires, mais encore plus petit. La chaleur du réacteur aurait transformé l'eau d'un réservoir en vapeur, actionnant une turbine électrique. Une voiture à vapeur nucléaire, franchement, ça claque. D'après Ford, si le nucléaire devenait une technologie sûre et maîtrisée, elle rendrait le pétrole obsolète. On aurait eu à changer l'intégralité du réacteur dans des stations spécialisées avec différents formats assurant différentes autonomies allant jusqu'à 8000 km. Et si elle vous dit quelque chose, c'est qu'elle a clairement inspiré le jeu Fallout et sa Chryslus Corvega Atomic V8. Ford réitéra en 1962 à l'exposition universelle de Seattle en présentant la Ford Seattle Heat21, une voiture à 6 roues dont 4 avant directrices, équipée d'un système de navigation interactive, de pièces de carrosserie interchangeables et surtout de la possibilité d'installer un petit réacteur nucléaire, à condition que celui-ci n'émette pas trop de rayonnement. Et c'est là le problème. Pouvoir concevoir un réacteur nucléaire qui n'a pas besoin d'un bouclier d'acier et de plomb de plusieurs centimètres et quelques tonnes. Cela n'a pas empêché General Motors de proposer en 2009 la Cadillac WT-8 pour World Thorium Fuel, qui comme son nom l'indique fonctionne au thorium et est assez perché. D'après le concept, 8 grammes de combustible permettraient de dégager assez de chaleur pour parcourir 400 000 km sans émettre trop de rayonnement. De belles promesses, mais beaucoup de problèmes. C'est un peu le résumé de l'énergie nucléaire comme moyen de transport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le pouce, le commentaire, l'abonnement, la cloche, vous connaissez la chanson. Merci encore une fois à tous les tipeurs, tous les liens pour les rejoindre sont dans la description et je vous dis à une prochaine vidéo.